Et le point, je trouve fondamental, c'est que quand tu achètes ta résidence principale, si tu la revends, tu es exonéré. Alors que si tu la mets dans une société civile à l'IS, là, si tu payes un loyer, t'es locataire, donc tu ne bénéficies pas de l'exonération et donc en plus t'es plein pot parce que tu vas devoir. Effectivement, ça peut avoir un intérêt en fait de faire des SCPI à l'IS à partir d'une tranche à 30 voire 40 heures. Moi, j'aime bien en fait toujours recommander quand même à mes clients. C'est une stratégie intelligente. Faut toujours être 2 associés, faut pas oublier, etc. Mais si t'as aussi un peu de patrimoine par ailleurs, t'as déjà ta RP. Hein, tu vois, dans l'idée, j'encapsulerai pas tout à l'IS parce que t'as quand même cet inconvénient que le jour où tu vends ta SCPI, tu vas repasser par la caisse flat tax pour récupérer les fonds, quoi qu'il en soit. Donc oui, c'est une stratégie qui marche bien. Franchement, ça marche bien. Tu peux en plus, si t'as du montant. L'avantage en fait de la SCPI, par exemple, par rapport à un immeuble classique, c'est que la SCPI ne s'amortit pas. Donc t'as pas ce problème à la sortie si tu revends avec la reprise des amortissements qui te coûte cher, etc. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Pour la 2e fois, j'accueille une personne dans mon jardin, donc une interview en physique. Bonjour Marie-Caroline. Salut Thomas, merci de m'accueillir dans ta maison. Merci à toi d'être venu, très content de faire ça en physique. Donc voilà, aujourd'hui on va aborder un sujet qui concerne beaucoup d'investisseurs, notamment les investisseurs immobiliers et même les chefs d'entreprise, et bref, beaucoup d'investisseurs en général, qui est la SCI. Oui. J'ai encore jamais abordé le sujet vraiment que ça sur le podcast. Alors on l'a toujours abordé, on l'a toujours effleuré le sujet en fait avec les invités. Et qui de mieux qu'une ingénieure patrimoniale pour nous expliquer ça. Donc je propose que pour commencer, tu nous expliques un peu qui tu es, que tu nous parles de ton parcours rapidement avant de creuser le sujet. Ok, alors moi, Marie-Caroline, j'ai 37 ans. J'ai ouvert mon cabinet il y a 2 ans de ça maintenant sur Venelle, qui est tout près d'Aix-en-Provence. Et mon parcours, j'ai fait des études de droit, donc j'ai un master en droit patrimonial immobilier et un master 2 en gestion de patrimoine. Okay. Et pour l'essentiel, j'ai travaillé un petit peu sur Paris dans des banques privées comme juriste fiscaliste et ensuite comme ingénieur patrimonial pendant 5 ans sur un cabinet national. Et ensuite comme conseiller spécialisé pour les chefs d'entreprise dans un cabinet de gestion de patrimoine dédié aux notaires et leurs clients. Ok, donc voilà. Grosse expérience, mais là c'était donc ta partie salariée, c'est ça? Exactement. Ok, voilà. Donc ça fait combien de temps? Une dizaine d'années, je dirais? Ça fait un peu plus de... Vu à mon âge... Ça fait 13 ans en fait, j'ai fait que ça. Donc okay. J'ai fini mes études. Ok. Et là, du coup, t'es toujours salarié ou t'es à ton compte maintenant? Alors maintenant, je suis à mon compte. J'ai créé donc Valeur Ajoutée Conseil. C'était en 2022 après avoir eu donc mon fils et donc j'ai vraiment commencé mon activité fin de l'année 2022 et donc ça fait maintenant 2 ans et demi. Ok. Donc ingénieur patrimonial, alors je tiens à préciser aussi pour les auditeurs, alors déjà pour ceux qui regardent la vidéo, oui j'ai le soleil dans la gueule, je vous préviens que pendant 20 minutes j'ai encore le soleil dans la gueule, donc j'ai un peu mal aux yeux quand je regarde Marie-Caroline, pour les auditeurs vous le voyez pas, mais je connais Marie-Caroline à titre personnel, diverses raisons, et puis même on travaille ensemble au sein du cabinet Investir Simple aussi, donc raison pour laquelle j'ai souhaité aussi l'interviewer sur le sujet de la SCI. Est-ce qu'on va reprendre les bases? Je te propose qu'on commence par là, on va commencer la théorie, puis on va dérouler doucement sur tous les sujets. Très bien. Est-ce que tu peux définir simplement qu'est-ce qu'une SCI? Quoi ça sert? Une SCI, déjà, en fait, c'est une société civile immobilière. Donc, c'est une société, une forme sociale qui a un objet civil. Alors, quand on parle de société civile immobilière, en fait, c'est juste une forme de société civile. La forme générale, c'est société civile. Parce qu'il existe des sociétés civiles, des SC. Oui, tout à fait. C'est, on va dire, la racine du truc, quoi. C'est ça? C'est ça. En fait, la société, sa forme sociale, c'est société civile. Après, en fait, on va rajouter le qualificatif de immobilier, patrimonial, de portefeuille, etc. Mais en fait, ça dépend de son objet social, c'est-à-dire l'activité de la société. Donc, société civile immobilière, c'est parce qu'elle va détenir et faire la gestion d'actifs immobiliers. Mais après, tu peux retrouver aussi des sociétés civiles de portefeuille, en fait, ou financières qui vont détenir des actions, des valeurs mobilières. Donc ça s'appelle une SC ou une SCP, ou ça le nom? Alors, de SC... SCP, en général, on l'utilise plutôt pour dire société civile professionnelle. En fait, là, ce sont des sociétés civiles qui sont dédiées à l'exercice d'activités libérales. Donc, notaire, avocat, voilà, ce genre d'activité-là. Donc là, c'est vraiment un objet civil particulier. On va te parler plutôt, oui, de société civile de portefeuille quand tu parles d'un compte titre, par exemple, qui est détenu par une société civile. Tu peux l'appeler société civile patrimoniale quand elle a un objet social très large qui est aussi bien l'acquisition immobilière que la détention de valeurs mobilières et de droits sociaux, en fait.
D'accord. Donc contrat de capitalisation, action, titre vif, ça peut être aussi voilà effectivement un compte titre par exemple. Ok. Et du coup la SCI c'est vraiment dédié à l'immobilier. Et est-ce que sur une SCI on peut aussi avoir du financier ou c'est vraiment que pour faire de l'immobilier? Alors en fait souvent c'est un petit peu un abus de langage quand on dit SCI parce que bien souvent tu te retrouves avec des sociétés civiles immobilières qui ont un objet social beaucoup plus large que l'immobilier stricto sensu en fait. Okay. Tu as parfois en fait des sociétés civiles qui comprennent aussi dans leur objet social le fait d'avoir des actifs financiers dans son sein. Mais voilà, on dit société civile immobilière quand elles sont vraiment dédiées à l'immobilier. D'accord. Mais société civile patrimoniale, on peut parler de ça hein, puisque tes auditeurs comme les personnes avec qui tu travailles, ils font aussi bien de l'immobilier que du financier. Que du financier, exact. Ok, et du coup, alors, par où commencer déjà quels sont, on va dire, les avantages? Parce que, donc, on entend beaucoup parler des SCI sur les réseaux, ben, bref, de manière générale, ceux qui s'intéressent à l'immobilier, généralement, il y en a beaucoup qui pensent même en premier à ouvrir une SCI avant même de faire du nom propre. Dans quel cas, toi, tu verrais l'utilisation l'intérêt d'ouvrir une SCI? Enfin, j'imagine que tu vas me dire qu'il y a plein de cas et tout, mais pour dégrossir, tu vois, à partir de quand quelqu'un pourrait commencer à s'intéresser à la SCI? C'est quoi les cas les plus fréquents que toi tu conseilles, qui te paraît pertinent de faire de la SCI plutôt que de le faire en nom propre? Alors déjà, il faut savoir, une société civile, tu es obligé d'avoir 2 associés. Ouais. Donc déjà, tu peux pas mener ton projet tout seul. Okay. Donc soit tu trouves quelqu'un de ta famille, ou un parce qu'il y en a plein qui font ça, ils prennent genre 1% du capital par la maman ou le papa voilà. ou le frère ou la sœur. Et ça peut être aussi par exemple, si tu as quelqu'un qui a sa propre société, la société peut détenir 1%. Ouais. Ça peut être aussi ce qu'on appelle une personne morale, c'est-à-dire une autre société. Donc une holding, une autre société. Voilà, exactement. Mais voilà, il faut déjà savoir que c'est une forme de société qui n'est adaptée que si tu as déjà la possibilité d'avoir 2 associés. Tu peux pas le faire seul, quoi, déjà. Exactement. Tu as beaucoup de sociétés qui se retrouvent seules de fait par la suite de succession ou de cession de titres, etc. Normalement, ils sont obligés de régulariser. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, normalement, tu es censé être 2. Donc ça, c'est le premier point. Donc pourquoi est-ce qu'on va utiliser une société civile? Bah, justement, quand tu veux porter, par exemple, un projet à plusieurs et que tu veux éviter en fait l'indivision. Alors, tu peux rappeler ce qu'est l'indivision? L'indivision, en fait, c'est une situation de droit, en fait, où on va avoir des droits concurrents sur le même bien. Donc, par exemple, on l'achète ensemble, on est à 50-50 dessus. Donc ça, c'est si on est en nom propre, c'est ça? Voilà, on le fait exactement. Sans société, ok. Et donc, chacun se partager les revenus et les charges de ce bien-là. Sauf qu'il y a certaines contraintes qui entourent l'indivision. C'est que tu as certaines règles, en fait, certains actes qui doivent se prendre à l'unanimité. Donc, il faut déjà que tu aies une entente... que tu t'entendes bien avec la personne. Voilà, exactement. Et après, tu as certains actes qui vont se prendre à la règle des 2 tiers. Après, tu peux modifier ces règles-là avec des conventions. Mais la principale problématique sur l'indivision, c'est que c'est un état qui est précaire. Ça veut dire qu'à tout moment, on achète ensemble, je peux te demander de sortir de l'indivision et de dire, à un moment donné, soit tu me rachètes ma quote-part à moi, soit, si tu veux pas, je vais demander en fait la cession en justice. Ok, ouais. Donc on va dire que juridiquement, tu peux être plus facilement emmerdé avec l'indivision, quoi. C'est ça. Parce que à tout moment, si tu te retrouves à 2, 3, 4, 5 personnes, comme ça peut être le cas à l'issue de succession, à tout moment, tu as quelqu'un qui peut sortir de là et demander à se faire racheter. Ou même en cas de divorce, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup, j'imagine, de couples qui investissent en nom propre en indivision. Et quand tout va bien, mais si après ça se passe mal, l'indivision peut aussi causer des problèmes. C'est toujours pareil, chacun doit répartir ses charges, etc. Mais encore faut-il que l'autre partie les paye. Donc, ça peut se passer aussi en société, mais en général, on va recourir à la société, c'est-à-dire que la société va acheter elle-même le bien. Donc là, le bien ne sera pas individu, il appartiendra en pleine propriété à la société. Et ce sont les parts de la société qui, elles, seront réparties entre les associés. Okay. Donc après, c'est les statuts de la société qui va régler en fait le fonctionnement entre les associés. Alors évidemment, si on n'est que 2 et qu'à un moment donné il y a une majorité, il faut une majorité à 2 tiers ou même une majorité à 50 plus 1, 50% plus une voix, ce sera forcément de l'unanimité si on n'est que 2. Mais si dès qu'on a des projets à 3, 4, 5, là on va pouvoir facilement en fait trouver des règles de fonctionnement qui entraîneront pas nécessairement la paralysie de la société, en tout cas du fonctionnement plus facilement au sein des statuts d'une société. L'avantage aussi, c'est que la société civile, elle est régie en fait par le code civil, elle a pas des règles contraignantes comme on peut retrouver par exemple dans une SARL de famille. Donc ça veut dire qu'on est beaucoup plus souple en fait sur la rédaction et sur les règles de fonctionnement.
Et ça aussi, c'est intéressant, en fait, justement, quand on a des projets à plusieurs. Okay. Donc ça, c'est intéressant pour ça. Après, la deuxième raison pour laquelle on peut utiliser la société civile, c'est de pouvoir choisir son régime fiscal. Quand on est en nom propre, on va acheter un bien, on achète soit en faisant de la location nue, donc on a des revenus fonciers, soit on achète en location meublée et on est sous le régime de la location meublée non professionnelle ou professionnelle, et c'est des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Dans tous les cas, on est à l'impôt sur le revenu. Ouais. Si on passe en SCI, là on a le choix de faire soit de l'impôt sur le revenu, si on fait de la location nue, soit de passer à l'impôt sur les sociétés, et là, à l'intérieur, on peut faire aussi bien du meublé que du nu. Parce qu'on aura toujours la même fiscalité IS. Voilà, ça sera... Voilà. En fait, on peut opter soit au démarrage de la société, soit en cours de route. Ça a des conséquences fiscales diverses. Ouais, alors il n'y a pas une histoire comme quoi tu peux passer de l'IR à l'IS, et par contre, quand tu choisis l'IS, tu peux plus revenir à l'IR? Alors, non, avant, c'était effectivement irrévocable définitivement. C'est-à-dire, tu passais à l'IS, tu pouvais plus revenir en arrière. Maintenant, en fait, tu as la possibilité de revenir en arrière dans les 5 ans qui suivent ton option. Ah, ok, t'as quand même 5 ans de test. De test, ok. Mais bon, c'est pas sans conséquences fiscales. Okay. C'est-à-dire, plus tard tu le fais, plus tard tu passes à l'IS et plus tard tu repasses à l'IR, plus tu peux avoir des conséquences en termes de paiement de l'impôt sur la plus-value. Ouais. Donc, c'est pas neutre, mais tu peux. Mais à partir de 5 ans, après, c'est fini, tu ne peux plus revenir dessus. Tu seras à l'impôt sur les sociétés, quoi qu'il arrive. De la même manière, tu peux pas être à l'impôt sur le revenu, IS, impôt sur le revenu, et rebasculer à l'IS. Ouais. À un moment donné, en fait, il faut choisir. Voilà. Arrêter l'indécision. Exactement. Ok. Ouais, donc ça, c'est les deux régimes principaux, donc IR, IS. Donc, on va dire ça, c'est aussi un avantage, finalement, de la SCI, que tu n'as pas en nom propre, parce qu'en nom propre, c'est l'IR. Et quand tu es fortement imposé, j'imagine que, ça va dépendre des régimes, mais oui. Bien sûr, si tu es en LMNP au réel et que tu as du déficit, ou même en nu avec du déficit, tu peux éviter l'impôt pendant un certain nombre d'années. Mais avec les SCI, t'as un écran, quoi. C'est un écran. C'est complètement un écran. On y reviendra d'ailleurs, mais qui fait que tu peux distinguer ton patrimoine, tes revenus perso de la société. Donc c'est un des gros avantages finalement de la SCI. C'est un des deuxièmes avantages. C'est justement, troisième. On parlait de choisir le régime fiscal. L'avantage aussi de la société, et notamment si tu bascules à l'IS, c'est que tu vas pouvoir avoir une meilleure gestion de tes revenus. C'est-à-dire que si par exemple tu veux faire de l'investissement dans un immobilier qui va te générer des revenus, mais que tu veux pas les percevoir à titre personnel parce que tu préfères les capitaliser pour réinvestir, là tu peux le faire au sein d'une société civile à l'IS, alors que tu ne pourrais pas à l'IR. À l'IR, nécessairement, tu vas être imposé en fait sur tes revenus, même si tu laisses l'argent à l'intérieur de la société. L'IR a cet inconvénient-là que de toute manière, c'est semi-transparent. Tu vas payer ton impôt, que tu appréhendes ou pas la trésorie qui est dégagée par ton pour moi, ça c'est un avantage, mais un inconvénient aussi. En fait, encore comme toujours, ça dépend toujours des objectifs. C'est toujours le même sujet, mais là je rebondis sur un truc. Alors on brûle un peu les étapes parce qu'on n'a pas encore expliqué les différences entre IR et IS bien. Mais moi je le vois comme un avantage. Enfin, l'IS, ça peut être un avantage pour ce que tu dis quand tu capitalises, quand t'as pas besoin de l'argent tout de suite, que tu vas encapsuler, puis tu peux même circuler les trésors, ta trésor si t'as d'autres sociétés. Par contre, là je pense à la personne qui veut être libre financièrement, qui veut vivre de ses biens immobiliers tout de suite. Il faut pas oublier, ça je le rappelle parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient, c'est que quand tu as des revenus dans une SCI à l'IS, tôt ou tard, en fait il faut sortir cet argent, et là, tu vas me dire si je me trompe, mais tu as un peu la double peine, c'est ça. Tu as l'IS, donc avec les deux tranches, et ensuite tu as l'IR. Ou la flat tax si tu prends du dividende. Quoi. Exactement. Complètement, en fait, l'IS, c'est vraiment l'impôt sur les sociétés avec une société, c'est vraiment adapté quand tu as des projets de capitalisation. Tu peux in fine sortir l'argent, etc. Mais en fait, il faut pas oublier que selon l'actif que tu as à l'intérieur, si on prend un immobilier physique, on anticipe un peu, mais l'amortissement fait que tu vas pas pouvoir récupérer la totalité de ta trésorerie. On y reviendra tout à l'heure, je l'expliquerai plus en détail. Mais comme tu le dis, si tu pars sur une stratégie où tu dis j'investis pour avoir immédiatement des revenus, la société civile à l'impôt sur les sociétés sera pas forcément en fait le montage le plus adapté. Clairement pas. Ok. Il y a aussi un sujet, alors peut-être aller l'aborder, mais il y a aussi un sujet de transmission. Moi, c'est souvent aussi. C'est le quatrième avantage que j'allais donner, effectivement. C'est que on transforme en fait peut-être un seul bien qu'on pourrait donner par exemple, on va prendre un cas en fait très concret, des parents qui ont une belle résidence secondaire, elle vaut 800 000 €, ils ont 3 enfants, ils ont que ça, avec peut-être un peu de liquidité, etc. Et donc ils disent nous on aimerait bien transmettre, mais là le problème c'est qu'on va pouvoir faire qu'une donation simple aux enfants, et les 3 enfants seront en indivision, donc on retrouve en fait l'inconvénient qu'on avait tout à l'heure. Et en plus
Si tu as 3 enfants, tu as 100 000 euros, donc tu as 300 000 euros d'abattement. Donc sur 800 000 euros, si tu veux le faire en plusieurs fois, ça veut dire qu'il va falloir que tu donnes des tantièmes, en fait, des petites quotes-parts. À chaque fois, tu vas donner 3/8 de ton bien à tes enfants. Enfin, ça devient très complexe dans la gestion des charges, de l'entente de chacun, etc. Ne serait-ce que sur les travaux. Demain, voilà, t'as un problème avec la toiture, il y en a un qui va dire oui, mais moi j'ai pas l'argent, etc. Et là, ça devient très très vite compliqué. Alors que si le bien est détenu en société, là, c'est la société qui détient le bien. Et tu peux dire, les parents, ils ont 1000 parts en contrepartie et ils vont pouvoir transmettre 50 parts, 100 parts et rester propriétaire des autres parts. L'avantage, c'est que tu peux faire une transmission progressive que tu ne peux pas faire en nom propre. Et l'autre avantage aussi, surtout quand tu as plusieurs enfants, c'est de pouvoir faire une donation partage et pas une donation simple. En fait, je vais réexpliquer un petit peu cette différence-là. En France, quand tu fais une donation, tu donnes à un seul de tes enfants, on fait ce qu'on appelle une donation simple. Tu lui donnes pour 100 000 euros, par exemple un bien immobilier. Ce bien immobilier, il le revend, il réinvestit dans, par exemple, un autre bien immobilier qui prend de la valeur. Au moment du décès, s'il a un frère ou une sœur, il va pas rapporter les 100 000 euros qu'il a reçus par donation, il va rapporter 100 000 euros réévalués par rapport à l'investissement que lui a fait. Donc ça veut dire que finalement, si l'autre, en fait, il a eu 100 000 euros qu'il les a dépensés, l'autre frère et sœur, il va rapporter que 100 000 euros à la succession. Celui qui a réinvesti et qui aura peut-être fait fructifier ces 100 000 euros, lui, il va rapporter peut-être 150 ou 200. Et quand on dit rapporter, ça veut dire que celui qui a rapporté davantage, ça veut dire qu'il a reçu plus que l'autre. Et donc, à la succession, lui, il aura un peu moins, alors qu'il a mieux investi. Et alors que les parents, à la base, ils avaient donné 100 000 euros chacun. Et là, tu te dis, mince, c'était pas ce que je voulais faire, quoi, tu vois. Et alors que si on passe par une donation partage, on n'a pas ce problème. Tu donnes 50 parts à chacun qui valent 100 000 euros. T'es pas ennuyé. Ça sera toujours 100 000 euros. Il n'y aura pas de rapport successoral. Chacun sera alloti de ces 100 000 euros. Personne ne reviendra sur cette valeur-là. Ça sera figé dans le temps. Donc ça aussi, ça nous permet, la société civile, finalement, de permettre une donation partage là où la donation d'un seul bien, tu ne peux pas le faire. Voilà. Ok. Donc si je récapitule les 4 avantages, je vais voir si j'ai... Alors, je vais faire à l'envers, si j'ai bien écouté. T'as la transmission, t'as l'écran, on va dire, le fait la gestion de tes revenus. Voilà, de bien séparer le côté société et perso, le fait de pouvoir capitaliser au sein d'une société. Et le premier, je l'ai déjà oublié, c'est l'aspect fiscal. Éviter l'indivision et choisir son régime fiscal. Et choisir son régime fiscal. Donc, ça fait quand même plein d'avantages. Après, il y a deux inconvénients, on va y revenir après, notamment pour l'IS et l'amortissement et machin. Bref, on va y revenir parce qu'on va comparer ça avec le LMNP aussi. On va rentrer dans le sujet. C'est ça. Et ok, j'aimerais bien qu'on redéfinisse un petit peu peut-être l'IR et l'IS, parce que voilà, c'est les deux régimes principaux. Donc, tu as expliqué tout à l'heure que tu peux rechanger, enfin c'est pas irrévocable comme ça l'était avant, mais toi dans quel cas tu vois l'intérêt ou pas l'intérêt, ou quelles sont les grandes différences de prendre une SCI à l'IR et une SCI à l'IS? Alors en fait ça va dépendre à la fois de la situation de la personne qui veut investir et du bien en lui-même. Alors du coup il faut que je t'explique un peu la différence entre les deux régimes pour t'expliquer pourquoi on va choisir en fonction de ces deux situations. À l'impôt sur le revenu, donc on a dit société civile, on ne peut y faire que de l'investissement en location nue ou de l'investissement financier. Si on fait de la location meublée à l'intérieur d'une société civile, la location meublée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est du bénéfice industriel et commercial, donc c'est une activité commerciale au sens fiscal. Ça ferait basculer ta société à l'impôt sur les sociétés, sans que tu aies le choix. Donc, location nue dans une société à l'IR, ça veut dire que tu es en revenu foncier. Donc les revenus, ils sont taxés à ton barème de l'impôt, donc de 0 à 45, voire un petit supplément si tu as vraiment des hauts revenus avec la contribution exceptionnelle sur les revenus, et les prélèvements sociaux, 17,2. Donc ça peut faire très très mal. Donc voilà, donc, déjà en fait c'est là qu'on voit rapidement que si tu es déjà dans une tranche marginale où t'as bien entamé ta tranche à 30% avec tes revenus pro. Ce que je veux dire, généralement le seuil il se fait au-dessus de TMI 30. C'est ça. Quand t'es en début de tranche ça peut se discuter, mais alors quand t'as déjà commencé à largement entamer ta tranche à 30 en général, la bascule elle va se faire au profit de l'impôt sur les sociétés sous réserve des autres critères dont on va parler. Alors à l'impôt sur les sociétés, comment ça se passe? La société va encaisser ses loyers, elle va payer ses charges et elle va pratiquer un amortissement.
Donc l'amortissement, en fait, c'est une charge qui va s'imputer. Fictive, moi je dis toujours c'est une charge fictive, oui, c'est ça, une charge comptable. C'est une charge comptable, exactement. C'est-à-dire il n'y a pas de décaissement de trésorerie. Ouais, voilà. En fait. Tu payes pas vraiment les choses, mais c'est comptablement, c'est quand même vu comme une dépense, quoi. Exactement. C'est-à-dire que dans tous les cas, ça va s'imputer sur tes recettes et donc tu vas baisser en fait ta base imposable. En fait, l'amortissement, c'est la constatation de la dépréciation du bien dans le temps. Donc ça veut dire que on se dit mesure théorique du bien, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Donc normalement, à la fin de ton temps d'amortissement, on va considérer que la valeur de tes constructions c'est 0. Voilà. Et donc voilà, tu fais ton loyer, moins tes charges, moins ton amortissement, tu as ta base imposable. Sur cette base imposable, on va pratiquer l'impôt sur les sociétés, dont le taux va de 15% jusqu'à 42 500 € de résultat. Et ensuite, c'est 25%. Et ça, la société paye son impôt sur les sociétés. Et ensuite, soit on laisse l'argent à l'intérieur, on dit qu'on met en réserve, soit on dit qu'on distribue en dividende. Et là, si on passe par la case dividende, effectivement, on repasse par la case imposition. Donc la flat tax. Soit la flat tax à 30%, en fait, qui comprend 12,8 d'impôt sur le revenu et 17,2 de prélèvements sociaux, soit la case barème de l'impôt plus de prélèvements sociaux. Ok, donc les fameuses tranches 0, 11, 30 plus CSG. Donc en fait, ça va s'ajouter à chaque fois. C'est là où effectivement ce que tu disais, c'est que si c'est pour faire du revenu immédiat, finalement si on paye l'IS plus la flat tax, tu te retrouveras peu ou prou avec la même fiscalité que si tu avais eu ton argent direct en fait. Donc c'est là où tu te dis pourquoi pas rester en emprunt. Donc voilà, ça a du sens en fait de faire l'IS si tu as une grosse phase de capitalisation et que finalement tu prends tes revenus à la retraite dans 10, 15, 20 ans. Si c'est pour prélever les revenus immédiatement, non, ça n'a pas de sens. Autre question sur, là je reviens sur la solution. Donc imaginons tu as essayé, fait du bénéfice, donc soit tu mets en réserve, soit tu te payes avec une flat tax. Est-ce qu'aussi tu peux te verser un salaire comme sur une SARL, une SAS? Est-ce que ça fonctionne de la même façon avec les charges sociales et compagnie? Alors, tu peux te verser un salaire. Si tu es dans une société à l'impôt sur le revenu, ça n'aura pas d'incidence. En fait, ta rémunération en tant que gérant sera qualifiée quand même de revenu foncier. Donc tu seras taxé de la même manière. À l'impôt sur les sociétés, tu peux te verser une rémunération. Donc là, ça sera une rémunération de gérant dans l'article 62. Et tu peux éventuellement avoir des cotisations sociales, mais si c'est une société patrimoniale, non. En fait, il faudrait que tu sois rattaché déjà à un régime de TNS par ailleurs. Voilà. Ok. Et c'est combien tu sais à peu près les charges? Alors les charges, les cotisations sociales, en fait, quand tu es en TNS, travailleur non salarié, c'est un régime qui est dégressif. C'est-à-dire plus tu as de revenus, moins tes cotisations sont élevées. Donc tu vas partir d'un taux moyen autour de 45%, 40-45, et plus tu vas avoir de salaire, plus tu vas atteindre un taux à 21%. Donc, voilà. Ok, donc on a bien expliqué la partie fiscalité. Alors ça, c'est sur les revenus, parce qu'après il y a la partie cession. Exactement, j'allais venir. Tu vois, je me suis dit, j'avais un autre sujet en tête, mais tu m'as bien coupé, c'est très bien. Pardon. Parce que c'est final. Enfin, pour moi, le gros du sujet, il est là, tu vois. Par rapport à, il y avait d'autres sujets, moi, qui fait que tu vois la SCI, je trouve que c'est pas la solution magique pour tous, parce que je te l'ai dit en off juste avant. Moi, j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent, je vais acheter un bien, un SCI. Ils ont 0 patrimoine IMO, ils sont en TMI 0 ou TMI 11 et ils veulent se créer une SCI. Et moi, il y a plein de cas, je dis non, mais pourquoi tu t'emmerdes à faire ça? Il y a pas besoin. Et bon, ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est justement aussi que beaucoup de gens oublient ou ne savent pas, c'est quand alors là, on va surtout le comparer au LMNP au réel dans l'état actuel des choses parce que ça peut changer. On va en parler après. Probablement. Et alors, on n'en sait encore rien, mais ça pue. Et c'est la cession. Et là, j'ai vraiment envie que tu nous expliques comment ça se passe quand tu mets un bien en SCI à l'IS à la revente. Prenons l'exemple, je sais pas moi, un bien que tu achètes 100 000, tu gardes 10 ans. Qu'est-ce qui se passe quand tu veux le revendre? Alors, en fait, à la revente, on va prendre le régime classique que tout le monde connaît. Tu achètes ton bien, tu le revends. Tu achètes ton bien 100 000, il vaut 200 000 euros. Ta plus-value, c'est 200 000 moins 100 000. Que les 100 000, tu vas même les majorer un peu de frais d'acquisition et de forfait travaux, donc ça va réduire un peu ta plus-value. Et ensuite, tu vas avoir des abattements pour durée de détention. Donc plus tu le gardes longtemps, moins ça va te coûter cher. Donc à partir de 22 ans, tu n'as plus d'impôt sur le revenu, et à partir de 30 ans, tu n'as même plus de prélèvements sociaux, tu es complètement exonéré. Donc ça, c'est le régime que tout le monde connaît. Ok. Ça, c'est nom propre classique. Ça, c'est un nom propre ou en société civile à l'impôt sur le revenu. À l'IS, c'est un petit peu différent. Finalement, en fait,
l'IS, c'est le régime où on va reprendre en fait les avantages que tu as eu pendant toute la durée d'exploitation du bien au moment de la revente. Ça veut dire un rattrapage à la sortie. Non, mais en fait, il faut considérer que l'avantage qu'on te donne d'une main, on te le reprend de l'autre. Tu peux pas avoir double avantage. Il y a que au LMNP pour l'instant où c'est le cas. Et c'est justement ça qui est dans le viseur, c'est-à-dire que tu pratiques des amortissements sans avoir en fait la peine à la sortie. Et ça pose problème. Parce que moi je dis souvent que c'est un peu une anomalie fiscale. Mais complètement. qu'on peut, enfin tant qu'on c'est légal, tu vois, on l'exploite. Moi complètement. C'est un peu une anomalie quoi. Mais c'est ça. Et donc c'est ça qui est dans le viseur finalement. C'est parce que ça a suscité en fait forcément la volonté d'aller plutôt sur ce régime-là plutôt que sur de la location nue. Après l'inconvénient c'est qu'on tire vers le bas et pas vers le haut. Mais ouais. Alors après tu vois, enfin on parle que c'est dans le viseur, machin. Là en ce moment il y a le rapport Le Meur qui fait beaucoup parler. L'année dernière c'était déjà dans le projet de loi finance. Oui, bien sûr. Et je sais pas, moi j'ai commencé à investir en IMO depuis 2017 et je le dis souvent aux gens, et tout le monde disait que c'était bientôt fini, tu vois. Donc je voulais savoir, enfin je sais pas. Toi qui es peut-être dans le milieu depuis plus longtemps que moi. Mais tu avais même des rapports de l'inspection générale des finances qui en parlaient déjà, je crois, en 2012. Ah ouais. Donc ça fait très longtemps que c'est dans le viseur. Maintenant, qu'est-ce qui a évolué depuis 2012 finalement? En fait, c'est l'état de nos finances. Ouais, ils cherchent de l'argent. Ils cherchent de l'argent. Ils cherchent de l'argent. Est-ce qu'en 2012 c'était pas déjà le cas? Alors moi je m'intéressais moins à la politique et tout, mais t'as beaucoup plus de dettes aujourd'hui que ce qu'on a pu, parce que t'as eu l'effet quoi qu'il en coûte du COVID qui a aggravé finalement l'état de notre dette. Et puis t'as aussi en fait une bascule en fait sur le marché immobilier. T'as des secteurs où t'as trop peu d'offres en fait pour l'habitation par rapport à ce que tu peux avoir sur du saisonnier. Mais en même temps, tu as des secteurs en fait où même le saisonnier, même s'il y en a beaucoup finalement, tu peux avoir des difficultés à trouver à te loger pour tes vacances. Donc c'est là où c'est un peu la difficulté, c'est-à-dire d'avoir une réforme à mon sens qui est un petit peu trop large, sans rentrer en fait finalement dans la spécificité de chaque secteur, où tu peux avoir aussi bien du saisonnier pour les vacances, mais aussi en fait à loger des cadres qui viennent pour des missions courtes. Enfin, nous on habite pas très loin par exemple de Cadarache, tu as des personnes qui viennent pour des missions de 6 mois, 3 ans. Enfin, ils ont besoin d'un truc meublé quoi. Ils vont venir meubler, les étudiants. Les étudiants ils vont pas venir. Alors bon, le rapport Le Meur aujourd'hui, il est question d'aligner la fiscalité du meublé sur les revenus fonciers, de supprimer les amortissements et de faire varier les abattements dans le régime micro en fonction si tu es longue durée ou courte durée. C'est un peu, je trouve, ne pas prendre en compte les spécificités et répondre vraiment en fait sur les besoins. Ouais, moi je te cache pas que je trouve ça. Alors je peux comprendre qu'il y ait cette anomalie fiscale qui dérange, tu vois. Par contre, c'est moi, Thomas Creton, en tant qu'investisseur immobilier, qui suis un peu scandalisé parce que je fais du meublé. Alors j'ai jamais fait de nu pour le coup, mais je considère qu'en meublé, ça te coûte plus cher parce que tu as plus de charges. Tu as l'entretien des meubles que tu n'as pas dans le nu, tu dois acheter les meubles que tu n'as pas dans le nu. Et les renouveler. Et tu dois les renouveler, donc les entretenir, donc ça coûte plus cher, tu as plus d'entretien. Tu as plus de turnover. Tu as plus de turnover, donc c'est de la charge mentale. Et moi ça me paraît hallucinant en fait que la fiscalité du nu soit alignée au meublé. Pour moi, il n'y a plus aucun intérêt. Enfin moi à titre perso, si je refais un projet, alors peut-être pas changer mes trucs, mais si je refais un projet, je ferai du nu quoi. Enfin, c'est ce qu'ils cherchent à obtenir en fait. C'est qu'on se reporte sur l'habitation. C'est ça, mais du coup, le meublé, ça reste quand même de l'habitation et les étudiants, les comme tu disais, les cadres, machin. Et je me dis, il va y avoir j'ai peur que finalement il y a une vraie, on parlait de crise de logement du meublé, tu vois, mais il y aura je pense, ça va faire une pénurie d'offres du meublé, tu vois, parce qu'il y a quel intérêt aura l'investisseur à le faire pour tout type de logement. Donc je suis pas sûre que ça règle le problème parce que en fait le problème véritable de pourquoi les gens se désintéressent en fait aux revenus fonciers, c'est qu'aujourd'hui c'est pas rentable. Tu te fais la plupart des biens, est-ce que tu les prends en plus dans des grandes villes là où tu as la plus grande tension, si tu arrives à avoir une renta brute à 4%, t'es content. Parce que le prix de l'immobilier est tel aujourd'hui et finalement en fait même avec la hausse des taux ça a pas fait flancher les prix. T'achètes ton bien, déjà c'est pas rentable. Ensuite on t'explique que tu vas être taxé à plus de 50% pour ceux qui sont déjà dans le TMI très haut. Et faut pas se leurrer, qui c'est qui investit? C'est ceux qui sont dans le TMI à 30 ou 41. Ceux qui sont à 11, ils ont pas les moyens. Enfin, c'est clair. Ils peuvent pas emprunter en fait. Donc voilà. Donc difficilement quoi. Donc en fait on explique qu'on va supprimer l'avantage du meublé, mais on n'améliore pas l'état de la location nue. Et par contre on leur dit oui, alors par contre vous avez le plafonnement des loyers, vous avez le coût des assurances pour loyer impayé. Vous avez le problème de si on te paye pas, tu peux pas faire sortir ton locataire. À un moment donné, la contrainte est trop forte. Ouais, pour aller par rapport à ce que ça te rapporte. Allons sur des SCPI, on se fait pas chier quoi. Après, t'as d'autres inconvénients sur les SCPI, mais tu te sens un peu coincé. C'est-à-dire que c'est pas en supprimant en fait les avantages d'un régime que tu vas rendre l'autre régime beaucoup plus sexy en fait.
Voilà, c'est donc bon. Ouais. Bon, après, c'est sceptique. on partage la vie. Marie-Caroline, Premier ministre. Alors là, pas du tout. Non, mais après, je pense que la majorité de des auditeurs partagent la vie, enfin surtout ceux qui ont fait du meublé et tout, mais bon bref. Oui, et puis en fait, il y en a beaucoup qui ont fait des investissements en tablant sur ouais, c'est ça avec aussi. un business plan, une projection sur cette fiscalité-là. Si tu leur dis, alors, tu leur enlèves, c'est compliqué. Alors a priori, il y a quand même le quid de la rétroactivité, de ce que j'ai compris. Alors j'ai parlé dernièrement avec une avocate fiscaliste qui un épisode qui va sortir, qui sera sorti, je pense qu'on en sortira le nôtre, qui m'a dit qu'a priori, il ferait voilà, ils vont le faire progressivement pour pas du coup qu'il y ait une rétroactivité, pour éviter la panique, machin, tu vois. T'en auras une petite parce que ceux qui viennent démarrer les investissements, je crois que ils vont te réappliquer un amortissement de 2% par an sur 10 ans. C'est rien par rapport. Mais ça, c'est un des scénarios, hein. Oui, et encore, il est pas acté. De la même manière qu'on n'est même pas sûr qu'ils y touchent vraiment. Alors du coup, attends, on va revenir. On s'est un petit peu, on a un peu divagué sur la plus-value de sortie d'un bien SCI. Donc là, on a dit en gros pourquoi la NPC c'est cool, machin, et pourquoi du coup la SCI LIS est moins cool que la NPE réelle à la sortie. Et c'est quoi en gros ce qui devrait être appliqué finalement au MPE réel quand on parle d'anomalie fiscale? Quelle est en fait finalement la normalité théorique fiscale quand on fait de l'amortissement? Donc c'est ça. Alors je reviens à mon exemple. Donc le bien, tu l'as acheté 100 000 euros, tu le revends 200 000. Donc tu as effectivement une plus-value réelle sur ton bien de 100 000 euros. Mais si tu as passé par exemple 4 000 euros d'amortissement pendant 10 ans, donc ça fait 40 000 euros. Ces 40 000 euros là, en fait, ils vont être rajoutés à ta plus-value. D'accord? Donc ça veut dire que tu ne vas pas être imposé sur 100 000, mais sur 140 000. Et sur ce montant-là, tu n'as pas d'abattement pour durée de détention. Donc tu vas être frappé directement à l'impôt sur les sociétés, au taux de 15% pour le reste. Les premiers 42 000 euros. Pour les premiers 42 000 euros, moins les revenus que tu as perçus de l'année. Hein. Donc ça dépend si tu l'as loué encore l'année en cours au moment de la cession. Et ensuite 25%. Et donc ça, c'est la société qui les paye. Donc tu récupères le cash dans ta société. Et là, pour le coup, si tu veux le ressortir, il va falloir que tu repasses par la case dividende et repayer ta flat tax. Voire passer par la case liquidation. Parce que tu ne peux... Et donc là, on va rentrer un peu dans la spécificité comptable de la société. Je pense que c'est bien qu'on s'arrête 5 minutes sur ça. Vas-y, dis-moi. Mais fais-moi penser que j'ai une question très importante après sur que faire de la plus-value que tu as récupérée pour éviter de te faire allumer sur l'impôt, mais je te la poserai après. Ok. Donc, il faut bien comprendre, en fait, la société, c'est une personne propre. D'accord? C'est une personne morale, elle a ses droits, ses obligations, son patrimoine, etc. Donc, il faut vraiment distinguer, en fait, la partie trésorerie de la partie fiscale de la partie comptable. C'est vraiment 3 calculs qui sont proches, mais qui sont différents. Ta trésorerie, c'est ce qu'elle encaisse, moins ce qu'elle décaisse. Donc, on ne tient pas compte de l'amortissement. Le comptable, on va tenir compte de l'amortissement. Le fiscal, tu vas tenir compte de l'amortissement, mais par exemple, si on parlait du meublé, tu as une règle spécifique, en fait, par rapport aux amortissements. C'est que dans ton meublé, par exemple, tu peux pratiquer tes amortissements, mais fiscalement, ça peut pas te créer de déficit. Donc, tu vas avoir une partie des amortissements qui peut être non imputée pour ramener à 0 et tu peux pas faire de déficit. C'est là où on a vraiment 3 calculs différents. Donc, et ça va se retrouver, en fait, finalement, au niveau de la distribution des dividendes. Dans une société, tu ne peux te distribuer que le montant de ton résultat. Or, ton résultat, il tient compte de quoi? Il tient compte de tes recettes, moins les intérêts de ton emprunt, pas le capital. Donc, quand tu payes ton échéance de crédit, tu as une partie qui correspond à ce que tu payes comme intérêt à la banque et une partie du capital du montant qu'elle t'a prêté que tu rembourses. Dans ton calcul comptable, tu vas tenir compte des recettes, moins les charges, moins les intérêts d'emprunt, moins les amortissements. D'accord? Ça va te faire ta base imposable sur laquelle on va pratiquer l'impôt sur les sociétés. D'accord? Donc, tu as ton résultat, tu payes ton IS, donc tu le déduis ton résultat, et c'est ce montant-là que tu vas pouvoir déduire, que tu vas pouvoir distribuer en dividende. Donc, si on prend un exemple, je reçois 10 000 euros de loyer dans ma société civile à l'IS. J'ai 2 000 euros de charges, j'ai, allez, on va dire 2 000 euros d'amortissement. Donc, on est d'accord que là, j'ai 10 000 moins 2 000 moins 2 000, ça fait 6 000, ok. Je déduis 1 000 euros d'intérêt d'emprunt, donc j'ai 5 000. J'ai mon impôt sur les sociétés, on va dire, donc du coup, un quart de 5 000, je suis désolée, c'est 18 heures. Ça fait 1 000 euros à peu près, 1200, 1200. 1250 à peu près. Donc, ça veut dire que j'ai 5 000 moins 1250, donc j'ai à peu près 3 750, ok. Et donc, c'est ces 3 750 euros que je vais pouvoir me distribuer en dividende. D'accord? Alors que si je prends ma trésorerie, c'est quoi? C'est mes 10 000 moins de mes 2 000 euros de charges, donc je suis à 8 000.
je prends pas en compte mon amortissement, moins mes 1000 euros d'intérêt, moins éventuellement mes 1500 euros de capital. D'accord? Donc j'ai 10 000 moins 2000, ça fait 8 000, moins mes 1000 euros d'intérêt, donc on a 7 000, moins 1500, je suis à 5 500. J'ai 5 500 de trésorerie, mais je peux me distribuer que 3 750. Enfin, un peu moins parce que j'ai pas tenu compte de l'IS, mais tu vois l'amortissement, tu peux pas te le distribuer. En fait, l'amortissement, ça sert à quoi? On a dit oui, c'est pour constater l'usure du bien, mais en fait, c'est pour que tu te fasses une poche de trésorerie dans ta société pour rénover ton bien si tu dois le rénover, parce qu'à 30 ans, il sera complètement détruit. Ça te fait une sorte d'épargne d'imprévu. C'est une épargne forcée pour ta société, en fait. Ouais. Voilà. Et donc ça, tu peux pas te le distribuer. Et c'est là où on revient, en fait, sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si tu te fais une société à l'IS en te disant que je le fais pour mes revenus, ben non, ça marche pas, parce que tu as une partie de trésorerie qui sera encapsulée dans ta société. Celle-là, tu pourras pas la sortir sauf à liquider la société. Et donc là, je rattache avec ma problématique à la cession. C'est qu'à la cession, mon résultat comptable, il est fait de quoi? Il va être fait uniquement de ma plus-value. Okay. Donc si finalement j'ai une plus-value, si je dégage 200 000 euros de trésor parce que je vends 200 000, mais que je paye finalement que 40 000 euros d'IS, que je fais que 40 000 euros de... Non, pardon, tu couperas, c'est pas grave. 200 000, tu le vends 200 000 et que tu fais 140 000 euros de plus-value, c'est 140 000 euros qui sont distribuables. Ce sera pas 200 000. Donc, je vais avoir 60 000 encapsulés. Ok. Voilà. Et du coup, alors, je reviens sur comment dire, la plus-value à l'IS, comme on a décrit tout à l'heure. Donc, tu l'as bien expliqué tout ça, qu'on se fait rattraper par rapport à l'amortissement. Mais j'ai quelqu'un qui m'a dit, et tu vas me dire si c'est vrai, si c'est légal, si on a le droit. Alors c'est plus une question de comptable, donc je sais pas si tu pourras m'aider, mais je vais quand même te poser la question. Mais on repart sur l'exemple que tu as dit, tu vois, tu avais 200 000 de cession. Voilà, 200 000, tu l'achètes 100, il vaut 200, imaginons tu as fait 50 000 d'amortissement, donc plus-value imposable c'est 150. Donc dessus, voilà, tu as une IS de 25, bref. Ok. Grosso modo, je dis que tu payes, bon voilà, tu as 150 000 de base imposable. Et si quand tu vends donc quand tu vends ce bien et avant de payer l'impôt, si dans la même année tu réutilises ce cash pour acheter un autre bien, est-ce que ça passe bien en charge et du coup ça fait baisser ta base imposable par rapport à ta vente? Je vais te dire oui et non. En fait, ce qui va faire baisser, si on parle bien dans le cas d'une société à l'impôt sur les sociétés, ce qui va faire baisser en fait ta base imposable de l'année, c'est la déduction de tes frais d'acquisition. Quand tu es dans une société à l'impôt sur le revenu ou même en nom propre, par exemple, tes frais de notaire, qu'on appelle frais de notaire, mais qui correspondent en fait à l'impôt que tu payes en fait, et quasiment essentiellement, tu peux pas les déduire. Ok. Dans une société à l'IS, tu peux. Donc, si tu vends cette année-là, que tu dégages en fait une plus-value et que la même année, tu vas faire une acquisition qui va générer des frais, ces frais-là vont pouvoir s'imputer. D'accord, là, je parle de le mettre en apport. Tu vois ce que je veux dire, c'est que Oui, mais tu vas pouvoir l'utiliser, mais par contre, tu pourras pas déduire la valeur du bien que tu achètes. Admettons, tu revends 200 000 et enfin, tu te fais 200 000 euros de cash, base imposable et que tu le réinvestis finalement dans un nouveau bien. C'est pas les 200 000 que tu vas imputer, c'est uniquement les frais que ça va générer. Ah, juste les frais de notaire. Enfin, les frais d'acquisition. Si par exemple, tu as des frais pour un agent immobilier. Oui, voilà. Mais c'est pas les frais liés. De tes meubles, etc. Non, c'est pas l'acquisition. Du bien immobilier pur. Voilà. Donc, on m'a dit une bêtise alors. Parce que moi, j'avais cru comprendre que c'était ça, tu vois, que c'était, que ce que tu as acheté dans le bien, enfin, imaginons, voilà. Alors là, c'est pour ça que je te dis, il faut bien distinguer la partie trésorerie de la partie comptable. Sur la comptabilité, en fait, tu vas, sur la base imposable, ce qui est déductible, c'est tes charges, tu vois. Donc, je parlais des meubles, mais pas forcément, parce qu'en fait, les meubles, tu vas les amortir. Donc, ceux-là, même pas, tu les comptes en charge. Mais les frais, tu peux les passer en charge. Donc, quand tu as des frais, frais de notaire, frais d'acquisition de ton agent immobilier, etc. Là, oui, tu vas pouvoir les déduire. Mais par contre, non, la valeur de ton bien lui-même, non, parce qu'en fait, c'est une immobilisation. C'est pas une charge, en fait. Donc, oui, tu vas pouvoir juste déduire ça, mais ça écrasera pas forcément tout ton... ça dépend de la taille de ton investissement, quoi. Ouais, ok. Et après, dans les SCI, il y a aussi, enfin, un des avantages que je vois souvent aussi, c'est que dans les SCI à l'IS, là pour le coup, c'est que ça permet aussi d'avoir, on va dire, le choix de la typologie de bien que tu vas mettre dedans. Donc, tu as dit tout à l'heure, on peut mettre du meublé, du nu, mais aussi on peut mettre du commercial. Tout à fait. Et ça, c'est aussi, tu vois, on l'a pas cité, mais ça fait partie aussi, j'imagine, des avantages, notamment pour les gens qui achètent des immeubles de rapport. Ça leur permet parce que du coup, on est d'accord que quand tu achètes un immeuble commercial en nom propre, t'es en revenu foncier, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors qu'à l'IS, finalement, tu restes à l'IS aussi. Oui, tout à fait. L'IS, en fait, va englober finalement n'importe quel régime que tu as. Tu peux même faire du para-hôtelier dedans, par exemple. Voilà.
Para hôtelier, en fait, c'est un peu comme la location meublée, mais avec des services en plus. Okay. Qui s'apparentent, en fait. Voilà, c'est l'accueil, c'est le nettoyage, c'est la blanchisserie, etc. Donc oui, quand tu es en nom propre, tu peux acheter quand on appelle la location nue. Ça peut être aussi bien en fait de l'habitation, mais ça peut être aussi en fait le commerce du coin qui vient s'installer. Donc oui, tu peux tout à fait en fait acheter un commerce et la personne va se mettre dedans. Alors, par contre, il faut faire attention à deux choses. Quand tu fais de la société civile à l'impôt sur le revenu, que tu mets un commerce dedans, tu peux avoir parfois dans les baux commerciaux une partie de ton loyer qui est rattachée au CA, au chiffre d'affaires qui est réalisé par le commerce. Ça, il faut pas le faire. Okay. Il faut pas le faire parce qu'en fait, quand tu fais ça, on va considérer en fait qu'une partie de ton loyer dépend en fait des risques qui sont pris par le commerce et que d'une certaine manière, tu as une activité commerciale et donc tu peux passer à l'IAS à cause de ça. Okay. Deuxième cas aussi en fait qui est pas tout le monde sait, mais parce qu'on parle souvent tu fais de la location saisonnière sur ta résidence secondaire que tu détiens en SCI, ça pose problème. Il y a notre problème aussi maintenant, c'est qu'on met beaucoup des panneaux photovoltaïques, donc on l'utilise à titre perso, mais des fois en fait on revend. La vente d'électricité, c'est une activité commerciale. Donc, si tu es dans une société civile, tu peux passer à l'IS pour ça. Parce que si t'as pas d'autres revenus en face, parce que tu sais, tu as une tolérance, tu as le droit d'avoir 10% de ton chiffre d'affaires par rapport à ton chiffre d'affaires global, qui est relatif à de l'activité commerciale. Mais si par exemple, c'est ta résidence secondaire qui est dans ta société civile à l'IR et que tu le loues pas, donc t'as pas de revenus, et qu'à côté de ça, tu vends de l'électricité, tes 10%, en fait, c'est 100% de tes revenus, en fait, la vente d'électricité. Donc, tu passes à l'IS. Donc, voilà, juste pour fermer la parenthèse, attention sur les activités qu'on met, sur éventuellement la façon dont on va rédiger les baux commerciaux. Mais oui, après, en société civile à l'IS, tu peux faire tout type d'activité. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux mettre, t'as pas à te prendre la tête et dire, il y a du nu meublé commercial. Tu sais que à l'IS, ça englobe tout. J'ai une autre question qui me vient et qui fait partie d'une série de podcasts que je lance, que j'appelais J'achète ma RP rentable. Et il y en a beaucoup qui me posaient des questions de la pertinence d'acheter sa résidence principale via une SCI. Est-ce que c'est des cas que toi tu vois souvent? J'ai beaucoup de questions sur ce sujet. Ouais. Est-ce que ça a un intérêt? Si oui, quel est l'avantage d'acheter sa résidence principale avec une SCI? Alors j'ai envie de te dire, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Déjà, on va exclure l'acquisition de la société civile dans le cadre d'une société à l'IS. Parce que société à l'IS, ça veut dire que tu dois te payer un loyer. Donc déjà, ça veut dire que est-ce que tu avais prévu d'être locataire et de payer un loyer? Deuxième problématique, en plus sur la résidence principale, apparemment j'en discutais, je déjeunais avec une avocate fiscaliste il y a 2 jours, qui me disait qu'apparemment il y en a des avis en fait du comité de répression de l'abus de droit, le CRAD. Le CRAD. Ça s'appelle le CRAD. Avant, ça s'appelait le CRAD et c'est devenu le CAD, pardon. Ouais, parce que le CRAD, c'est... Pour l'anecdote, j'avais un client qui avait un contrôle et l'inspectrice s'appelait... comment elle s'appelait? C'est un nom mortifère ou un truc comme ça. Je te jure, c'était un truc de... Du crâne mortifère, du crâne, ça c'était vraiment, c'était... je veux dire, elle porte bien son nom, quoi. Oui, et en fait, il a rendu un avis qui dit que même si tu te pratiques un loyer, le fait que ce soit ta résidence principale, on peut considérer que c'est de l'abus de droit parce que tu as cherché à déduire en fait toutes les charges liées à ton bien et donc à créer un loyer fictif, grosso modo, à te mettre dans une situation artificielle te permettant d'imputer en fait les charges liées à ton bien. Et donc, ils ont été redressés au titre de l'abus de droit. Donc même ça, tu vois, c'est délicat. Et le point, je trouve fondamental, c'est que quand tu achètes ta résidence principale, si tu la revends, tu es exonéré. Alors que si tu la mets dans une société civile à l'IS, là, si tu payes un loyer, tu es locataire, donc tu ne bénéficies pas de l'exonération et donc en plus tu es plein pot parce que tu vas devoir repratiquer cette problématique des amortissements, etc. Ça va te coûter très cher à la sortie alors que c'était ta RP. Ouais, et c'est pour moi c'est un des gros avantages de la RP, c'est ça, c'est une niche fiscale que tu peux pas rater, t'as pas le droit, quoi. C'est la deuxième niche fiscale avec le LMN Porel qui existe. Et celle-là, a priori, elle sautera pas, celle-là. Non, celle-là, il y a pas de raison, quoi. Enfin voilà. Donc SCI à l'IS pour moi à proscrire en fait pour du bien d'habitation, voire même du bien d'usage quand c'est de la résidence secondaire. Après, en société civile à l'IR, ça peut se discuter, ça va dépendre de la situation. La principale raison parce que si tu te mets en société civile à l'IR, dans tous les cas,
en fait, ça sera une mise à disposition gratuite par la société, parce qu'il faut pas, je le rappelle, hein, la société elle a son intérêt propre, donc si elle met à disposition à titre gratuit à ses associés, c'est quand même exceptionnel, parce qu'elle pourrait en réclamer un loyer en fait, hein, dans l'absolu. Donc elle met à disposition à titre gratuit, c'est possible. Donc tu déduis pas en fait l'ensemble des intérêts d'emprunt, la taxe foncière, ça tu déduis pas, hein, c'est tout pour ta pomme, d'accord. Donc le seul intérêt en fait qu'il peut y avoir à mettre ta résidence principale en société civile, c'est lorsque justement c'est un des plus gros actifs de ton patrimoine et que tu veux le transmettre à tes enfants, tout en gardant en fait le total contrôle sur ta RP. Je m'explique. Si demain tu as une résidence principale, elle vaut 1 million d'euros, tu as 2 ou 3 enfants, tu veux leur donner la nue propriété. Est-ce que tu veux que je fasse une parenthèse sur ce qu'est la nue propriété? Alors, je l'ai abordé quand même souvent, donc je pense que ça va. C'est acquis. Je pense que ça va. Donc, tu donnes la nue propriété à tes enfants. Ça veut dire que le jour où tu veux vendre ta résidence principale, tu dois demander leur accord. Ça, c'est la première étape. Et deuxièmement, une fois que tu as obtenu leur accord, en principe, c'est un partage du prix qui s'opère en fonction de la valeur du droit de chacun. Donc, admettons, monsieur, madame, ils sont usufruitiers, ils ont 82 ans, admettons. Les enfants, ils ont la nue propriété. Le jour où ils vendent un bien, le bien vaut 1 million d'euros. Papy, mamie, enfin, ils reçoivent finalement sur 1 million d'euros, si on partage le prix, ils vont recevoir que 20%. Donc, s'ils doivent se reloger derrière, compliqué, hein, d'accord? Donc, en général, si tout le monde s'entend, tu peux faire un report du démembrement sur un nouveau bien. Donc, ça sera de nouveau démembré, ou tu peux faire un quasi-usufruit. C'est-à-dire que papy, mamie récupèrent les fonds en totalité et les enfants, en fait, ils se désintéresseront sur la succession de papy, mamie. Bon, on va pas épiloguer sur ça, mais en tout cas, ça, c'est un gros inconvénient de se dire, bah, demain, tu veux vendre, bah, t'es plus seul chez toi, tranquille, quoi. Là, tu dois te mettre d'accord avec les enfants et éventuellement les beaux-enfants. C'est un peu plus compliqué, ça. Voilà, bah, parce que chacun a des intérêts divergents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, l'enfant qui est nu propriétaire, il dit, bah oui, mais moi, je suis nu propriétaire, j'ai financé la réfection du toit, ça m'a coûté une blinde. Si tu vends, je vais récupérer un peu au pot. Ou alors tu vends pas parce que c'est la résidence de famille, j'ai tous mes souvenirs de vacances. Non, tu vends pas. Alors que papy, mamie se dit, ouais, la baraque, elle fait 350 mètres carrés. T'es gentil, mais passer la pièce à frotter tous les jours, j'en peux plus. Compliqué, tu vois, et là, de suite, ça crée du conflit. Donc, dans ce cas-là, en fait, le mettre en société civile à l'impôt sur le revenu fait que, avec une rédaction intelligente des statuts, notre papy, notre mamie usufruitier, ils sont gérants, révocables à l'unanimité, donc comme ça, au moins, il n'y a pas de sujet, ils sont tranquilles, ils ont la totalité des droits de vote, ils ont même quelque part en pleine propriété, toujours. Et en plus, l'objet social prévoit que le gérant, il a le droit de vendre s'il le souhaite sans avoir demandé l'autorisation à la collectivité des associés, qui sont les nus propriétaires. Et donc là, ils peuvent acheter et revendre comme ils l'entendent. Et donc là, au moins, ils sont tranquilles. Ils ont transmis la nue propriété des parts de la société civile à leurs enfants, mais eux, ils gardent le pouvoir. Même s'ils sont usufruitiers. Même s'ils sont usufruitiers. Okay. Donc ça, c'est un bon cas. Par contre, attention, l'inconvénient, c'est que si tu fais ta résidence principale et que tu as encore un crédit en cours, ta résidence principale est dans une société civile à l'IR, si t'as pas d'autres biens à l'intérieur qui génèrent des revenus, ça veut dire qu'elle a pas de recettes. Donc, qui c'est qui va payer les charges liées aux biens? La taxe foncière, les charges d'entretien. T'es obligé de remettre au pot, de faire des apports compte courant associés. Exactement. Et donc, si par exemple t'as un crédit, bah nécessairement ton crédit c'est l'associé qui va le payer. Et donc en fait, tout ce que tu vas payer pour le crédit, ça va constituer ton compte courant d'associé. Et progressivement, en fait, ton compte courant d'associé il grossit. Sauf que tu as transmis les parts, pas le compte courant d'associé. Et ça, par contre, ça va être dans la succession. Donc, ça annihile complètement ta stratégie de transmission initiale. Donc, après, il y a des techniques pour essayer d'éviter ça. On va pas rentrer dans ce sujet-là, mais ça en existe, tu vois. Mais voilà, il faut faire attention. Je pense que c'est plus adapté quand tu as déjà terminé ton crédit, que t'es plutôt, t'as 60 et plus. La partie par transmission pour garder le contrôle. Voilà. Mais par contre, pour la personne, comme moi, tu vois, je me considère encore jeune, 37 ans. Ah bah, j'espère, j'ai le même âge que toi. Qui veut acheter sa RP, parce que moi, tu vois, j'ai pour projet, on a pour projet avec ma femme, d'acheter une RP avec dépendance, dans lequel on va louer une partie pour nous aider à nous rembourser le crédit. Dans ce cas-là, vu qu'on aura du coup du revenu locatif dans la SCI, même dans ce cas-là, tu trouves que c'est pas ultra pertinent de le mettre en SCI Bah, le problème, là, on revient en fait sur notre problématique, c'est que ce que tu vas louer, tu vas le meubler. Donc tu peux pas le mettre dans une SCI parce que tu vas passer à l'IS. Et ouais, donc d'accord. Vu qu'on était sur le cas de la SCI à l'IR, ça marche pas, mais en SCI à l'IS, donc on pourrait le faire en SCI à l'IS. Ouais, mais tu perds tes avantages sur ta RP. Voilà. À moins que tu perds l'avantage de la. À moins que tu arrives à diviser ta dépendance. Ouais, d'accord. Faire une.
Mais ouais, on perd l'avantage sur l'exonération de plus-value. Donc, soit tu arrives à diviser, auquel cas, tu peux éventuellement dire, j'achète la dépendance dans ma SCI et j'achète ma RP en direct. Tu puisses diviser avant l'acquisition. Ouais. Soit tu peux pas, t'achètes tout en nom propre. Après, c'est pas gênant, en fait, de faire du nom propre et de l'allocation meublée. Ouais, c'est ça. Après, en plus, ça vient en déduction de tes autres LMNP et tout. Si c'est une dépendance, qu'éventuellement, tu vas faire des services, etc. Parce que si tu fais de la para-hôtellerie, pour le coup, c'est pas un régime qui est visé par l'allocation meublée. Ça, c'est un autre régime encore, même si c'est s'apparente. Là, pour le coup, tu es en BIC et il n'y a pas de sujet, quoi. Tu vois, tu me parles de para-hôtellerie. Alors, je t'avoue, je connais pas du tout le sujet. Il faut d'ailleurs, soit je te réinviterai pour faire un épisode, soit je trouverai un expert du sujet. La dernière fois, je parlais avec un gars qui est maître d'œuvre, qui travaille pour l'immobilier un peu de luxe, tu vois. Il me disait que c'était un peu le nouveau plan, tu vois, pour échapper à l'impôt, c'était la para-hôtellerie. Alors, je sais, franchement, j'ai pas creusé le sujet. Je dis juste ça que... Ça, ses avantages et ses inconvénients, parce que là, par contre, tu peux basculer, t'as une problématique de TVA, t'as des problématiques de cotisation sociale, que tu n'as pas, du coup, sur de la location meublée classique. Voilà. Ok. Bon, bref, faudra pas forcément entendre le sujet, mais pour dire, je mets juste une petite graine à l'audience si jamais vous voulez que je développe le sujet, que j'invite un expert, en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse aussi et que je connais pas beaucoup pour le coup, mais c'est comme tous les sujets à la mode, faut s'en méfier, parce que il y a des avantages et des inconvénients, et là, pour le coup, t'es vraiment sur une plus-value professionnelle à la sortie, donc, avec des plus-values court terme, long terme, etc. Donc, voilà, à manier avec précaution, vraiment. Voilà. Du coup, Marie-Caroline, je pense qu'on n'arrive pas loin de la fin de l'interview. J'ai pas regardé. Oui, ouais, on arrive vraiment pas loin. Il y a encore un sujet que j'aurais aimé aborder avec toi, qui revient aussi souvent, que je vois tout le temps dans mes missions de conseil. C'est de mettre des SCPI via une SCI à l'IS. Ouais. Alors, je te dis le cas que je vois souvent, et je pense qu'on va débattre sur le sujet. Je sais pas si on sera d'accord, pas d'accord, mais je vois beaucoup de gens qui sont généralement en TMI 30. Et ils vont voir un CGP traditionnel qui leur dit voilà, faites créer une SCI pour mettre vos SCPI à l'IS, parce que du coup vous allez être éligible à l'IS, donc vous allez payer que 15%, et voilà, pour vos revenus futurs. Je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses déjà de cette solution? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu? Est-ce que tu as déjà recommandé ça? Est-ce que c'est un avantage? Si oui, quels sont-ils? Déjà fait. Enfin, oui. L'avantage, en fait, c'est effectivement de bénéficier d'une fiscalité plus souple. Je dirais que c'est un schéma qui fonctionne bien lorsque tu veux les acheter à crédit ou que tu as un apport en compte courant d'associé assez fort. Parce que du coup, tu vas pouvoir apporter en compte courant d'associé. La société civile, l'apport en compte courant d'associé, c'est quand tu prêtes de l'argent à ta société. Elle va investir, elle va utiliser ces fonds-là et elle va investir sur les SCPI. Et les revenus des SCPI vont venir rentrer dans ton résultat, tu payes ton IS, mais au lieu de te verser des dividendes, tu vas rembourser ton compte courant d'associé non fiscalisé. Bon. Ça dure un temps, évidemment, jusqu'à apurement complet du compte courant, et après tu rebascules sur du dividende. L'avantage, en fait, de la SCPI, par exemple, par rapport à un immeuble classique, c'est que la SCPI ne s'amortit pas. Donc, t'as pas ce problème à la sortie si tu revends avec la reprise des amortissements qui te coûtent cher, etc. Tu vas juste avoir les frais que tu vas pouvoir déduire la première année, donc ça va te créer un déficit que tu vas pouvoir imputer sur tes résultats futurs. Donc ça, c'est intéressant. Effectivement, ça peut avoir un intérêt, en fait, de faire des SCPI à l'IS à partir d'une tranche à 30 voire 40 heures. Moi, j'aime bien, en fait, toujours recommander quand même à mes clients. C'est une stratégie intelligente. Il faut toujours être 2 associés, il faut pas oublier, etc. Mais si tu as aussi un peu de patrimoine par ailleurs, tu as déjà ta RP. Tu vois, dans l'idée, j'encapsulerai pas tout à l'IS parce que t'as quand même cet inconvénient que le jour où tu vends ta SCPI, tu vas repasser par la caisse flat tax pour récupérer les fonds, quoi qu'il en soit. Donc oui, c'est une stratégie qui marche bien. Franchement, ça marche bien. Tu peux, en plus, si t'as des montants un peu conséquents, tu peux diversifier, faire plusieurs SCPI dedans, etc. Maintenant, voilà, je mettrai pas la totalité de mon patrimoine là-dedans en faisant all-in. Je fais que ça. Mais de la même manière, c'est pas que pour la SCPI, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, je ferai pas une société à l'IS si j'ai pas aussi un petit peu de liquidité ou en tout cas des investissements par ailleurs en nom propre, en fait. Ok. Pour pas tout encapsuler. Mais oui, c'est une stratégie qui fonctionne bien. Surtout, ça marche très bien pour ceux qui ont une TMI élevée, effectivement. Ok. Alors tu vois, je vais pas être complètement d'accord avec toi. Enfin, c'est pas que je vais pas être complètement d'accord. Je vais un peu remettre en cause ce que moi je comprends et ce que je calcule, c'est que la personne qui fait, comme tu as dit, elle est en TMI 30 ou 41. Ok. Donc ça veut dire que si elle faisait de la SCPI, on va dire sans optimiser, plein de pro classique, elle se fait imposer, alors on prendra que la TMI 30 pour faire simple, elle va payer donc sur ses loyers 30% plus la CSG 47,2.
Donc évidemment là c'est pas intéressant. Mais tu dois le savoir, je pense, ou oui, je pense que tu dois le savoir, mais tu as moyen d'optimiser la fiscalité en SCPI, notamment avec les SCPI étrangères, effectivement, avec la nue propriété et aussi avec une assurance vie. Quand c'est des bonnes assurances vie avec peu de frais de gestion et qui reversent 100% des loyers. L'inconvénient, t'as quand même toujours les frais de contrat sur la SCPI, ça mange un petit peu quand même ta perf. Mais pour tout alors, le reste, les frais de contrat, tu parles des frais d'entrée ou des frais Non, les frais de gestion sur l'unité de compte. Quand tu achètes ta SCPI en vie. Tu parles de l'assurance vie. Ouais. Oui, les frais de gestion, ça fait partie des inconvénients. Mais du coup, aussi, en assurance vie, quand c'est plus liquide. C'est encapsulé, c'est-à-dire que tes loyers, tu les as sur ton fonds euro, donc pas de fiscalité jusqu'à ce que tu sortes, puis à bout de 8 ans, t'es à 17,2, machin. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, moi, je me pose toujours la question de pourquoi aller s'emmerder à créer une SCI, donc ça veut dire des frais de compta, ça veut dire frais de structure, pour être imposé à 15% pendant l'exploitation. Donc c'est vrai, c'est moins que l'assurance vie à 17,2. Par contre, le jour où tu veux récupérer l'argent, qui est quand même le but d'une SCPI, c'est d'avoir quand même vraiment des revenus passifs. Le jour où tu vas récupérer l'argent, tu auras payé tes 15%, certes, mais au moment de sortir l'argent, tu vas te faire rattraper parce que tu auras soit la flat tax, soit un salaire. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre fiscalement parlant. Je parle vraiment parce qu'en fait, là, on revient en fait juste à comment tu cibles en fait la stratégie, comment tu proposes la stratégie à ton client. Je suis complètement d'accord avec toi. Si c'est quelqu'un qui veut investir 50 000 balles de SCPI, on va pas sortir le bazooka, toucher une mouche. Voilà. Ouais. Donc non, à 50 000 euros, non. Quand je te parle de faire ce genre de stratégie, en dessous de 300, 400 000 euros, ça fait un peu lourd. C'est comme pour les holdings, ça fait un peu lourd pour, en termes de structuration, pour récupérer des revenus, quoi. Donc, ça va être adapté pour des gens qui, effectivement, ont déjà de l'investissement en assurance vie, qui ont peut-être même une volonté de transmettre, parce que là, du coup, tu crées ta société civile, tu vas donner la nue propriété, tu as ton compte courant d'associé. Voilà, il y a toute une mécanique en fait qui se met autour. Voilà, si c'est pour un gars qui a 30% de TMI et qui veut investir 50 ou 100 000 euros, je suis d'accord avec toi. Il y a largement les moyens de faire mieux en direct et sans se faire chier, surtout. Sans s'embêter effectivement avec avec le comptable, le secrétariat juridique, les frais bancaires. Parce que il faut pas oublier, il faut que la société ait son propre compte, donc tu te rajoutes encore des frais supplémentaires. Donc même si c'est pas énorme, mis bout à bout, ça devient contraignant et onéreux pour pas grand chose. On parlait des frais de gestion, t'en as aussi sur la société civile en fait. C'est ça. C'est pour ça que tu vois, moi j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi beaucoup de CGP font ça. Encore une fois, il y a certains cas où je peux le comprendre. Alors pour moi, les cas intéressants, c'est quand tu as beaucoup d'apports en compte courant associé. Donc là, ça peut être intéressant parce que tu le sors sans fiscalité. Quand tu as une structure patrimoniale déjà dense, bien installée et que tu veux faire circuler la trésor et tout, là, ça me paraît pertinent. Si tu as déjà une SCI aussi, que tu veux rajouter ça dans ta SCI, ça me paraît pertinent. Mais quand tu as zéro patrimoine, quand je dis zéro patrimoine professionnel, que tu as une TMI 30 et juste pour éviter de payer l'impôt, parce qu'on t'a pas proposé ni la NUPRO, ni l'assurance vie, ni les SCPI étrangères, on te dit créer une SCI à l'IS pour ça. Non, moi, ça me paraît mettre en place une usine à gaz pour en plus pas être super intéressant fiscalement. Tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est un cas que je vois mais très très régulièrement, vraiment très souvent. En fait, c'est un peu épidermique l'impôt. Et en fait, le problème, c'est qu'on occulte complètement en fait la contrainte et les frais que ça va générer. Ce genre de structuration. En fait, on se focalise toujours sur je veux pas payer d'impôt parce que je suis en TMI 30 et donc je suis content, je vais te payer 15. Mais en fait, le jour où tu vas sortir, tu vas payer ta flat tax. En fait, c'est pareil. Et puis, en fait, c'est le fait aussi de vouloir trop démocratiser, en fait, certaines stratégies qui sont adaptées sur des gros patrimoines en disant, on démocratise tout. Ouais, on fait tout, même pour des petits tickets, Oui, mais les petits tickets, en fait, c'est pas adapté. Enfin, je veux dire, le mec, il va payer des frais de conseil, alors que franchement, exactement, tu l'aurais investi sur la SCPI européenne, tu aurais fait de la NUPRO, tu aurais fait un autre type d'actif, ça aurait fonctionné beaucoup mieux. Ça aurait été plus simple aussi. Oui, non, mais voilà, ça aurait été largement plus simple et tout aussi rentable. Donc après, voilà, c'est ce que je dis. Voilà, je comprends pas non plus pourquoi on sort des stratégies qui fonctionnent très bien sur des très gros patrimoines et qu'on pense qu'en fait ça s'adapte à tout et à tout le monde. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que les frais de gestion, les frais de constitution, etc. sont trop élevés en fait par rapport à l'intérêt que ça rapporte. Bon, écoute Marie-Caroline, je pense qu'on a fait un beau tour sur la SCI. Je crois qu'on a même abordé tous les sujets que je voulais. Je crois que c'est un peu l'heure de l'apéro aussi, quand même, que tu m'avais promis. C'est ça. Là, vous voyez pas, mais là-bas, il y a le salon de jardin. On va aller boire un petit coup. Merci beaucoup, Marie-Caroline. Est-ce que, pour terminer, tu peux dire où est-ce qu'on te retrouve si on veut faire appel à tes services qui sont très précieux? Alors, je l'ai dit et je le redis. J'ai déjà fait appel à Marie-Caroline pour la partie ingénierie patrimoniale qui, moi, est pas mon
mon cœur de métier. Moi, je suis vraiment spécialisé dans l'investissement, mais quand il y a des sujets, voilà, sur rémunération holding, enfin, flux de trésorerie entre bois. Dès que ça devient un peu trop complexe dans ces sujets-là, j'appelle Marie-Caroline. Donc, et on travaille ensemble. Voilà, on travaille ensemble. C'est arrivé plusieurs fois. Donc, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, où est-ce qu'on me retrouve? Déjà, LinkedIn. Je poste 3 fois par semaine. Des posts de qualité. Ah, merci. Et après, directement en contact, je fais beaucoup de visio pour ceux qui veulent. Je propose des consultations avec rapport écrit directement pour les situations les plus faciles. Et puis après, des dossiers avec des suivis pour les plus gros patrimoines qui nécessitent une grosse réflexion, des projections financières, etc., plus élaborées. Voilà. Ok. Et c'est valeur ajoutée conseil? Valeur ajoutée conseil, près d'Aix-en-Provence. Ok. Donc je mettrai le lien en description. Vous dites bien que vous venez de ma part. Bien sûr. Et puis écoute, à bientôt. À bientôt et merci beaucoup. Avec grand plaisir.